Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes parti de loin, que quand vous étiez jeune, vous avez cette voix-là et que tout le monde vous avait raconté qu'avec cette voix-là, tu peux devenir... tu peux travailler à la radio ou tu peux utiliser ça professionnellement. Et mais il y avait aussi des mauvais côtés comme quoi non, ça a pas marché, et c'est ça qui t'a donné, excuse-moi de te tutoyer, Oui, de faire de l'entrepreneuriat et de vraiment donner envie aux jeunes et de créer ton entreprise et donner la motivation aux gens qui veulent devenir entrepreneurs. Justement. Et malgré, et j'ai compris que tu as essayé de faire des affaires et que ça a pas, la plupart n'a pas marché. Donc t'avais parlé d'une expression ou d'un proverbe de chien là, je sais pas c'est quoi. Oui, ça j'ai compris, et qu'il faut foncer quand même. Exact. Et je trouve que c'est très bien pour. Je prends mon exemple, par exemple, je voudrais créer mon entreprise, mais je n'ai jamais réussi. Et que je pense qu'en écoutant ce que tu dis, en lisant tes livres, je peux trouver un chemin pour créer mon entreprise. Ben oui, avec plaisir. Et... non mais t'as tout compris finalement. De toute façon, on est là pour toi, et si tu veux avoir des conseils gratuitement, ça me fait plaisir d'ailleurs. Il y a un élément important que je vais souligner. Ton résumé est parfait. Je pense que notre ami qui vient d'arriver, il a été bien informé. C'est que par exemple, Monsieur Volsi a insisté sur le fait que des ouvrages comme les siens existaient, mais d'autres cultures. Et ce qui était intéressant, c'est que lui, il s'en appropriait, et puis qu'il retraduisait ça dans un contexte qui parle aux gens, soit du continent africain, soit de la Caraïbe, ou plus particulièrement d'Haïti. Donc je pense que ça, c'est important, effectivement, à souligner. Il y a un savoir, mais comment le mettre à la disposition d'une réalité qui sont les nôtres, par exemple. Je pense que ça, c'est un point que je pense qu'il est important de souligner. Ben oui, justement. Et puis la motivation, c'est pas surtout de dire tout le monde peut créer une entreprise, mais c'est surtout la motivation. Il y a des gens, il y a des jeunes qui ont des rêves très intéressants. Comment conjuguer votre futur au présent, par exemple? Et c'est comme si on savait que ça allait arriver. On ne le savait pas, bien entendu. Mais la question, c'est que, comme on dit en créole, c'est pas le dominant Joe pour tant cabane. Donc c'est une façon de dire qu'on se prépare bien avant. Donc c'est ça, avant d'aller dodo. Donc ça c'est très important. Et le titre n'est pas anodin. Ce qui se passe en Haïti présentement, donc maintenant il y a beaucoup de parents qui savent pas quoi faire avec leurs enfants, parce que après la philosophie ou bien classe terminale, maintenant est-ce que mon enfant peut rester en Haïti pour aller à l'université, etc. Il faut anticiper l'avenir. Par exemple, si on me demande dans 5-10 ans où je me vois, il faut que je sois capable de dire, ok, voilà, je me vois ici. Il faut savoir anticiper, c'est très important. Maintenant, et ça me fait mal parce qu'il y a beaucoup de parents qui savent vraiment pas quoi faire, mais avant, ils n'avaient pas anticipé ça. J'aimerais savoir plus concrètement qu'est-ce que vous proposez aux jeunes ou même aux personnes plus ou moins jeunes de la communauté, parce que vous avez, je pense que quand vous avez dit c'est plus difficile de se mettre 3 ou 4 ensemble et d'essayer de faire quelque chose, mais concrètement, comment est-ce que vous voyez que ça pourrait se matérialiser? Merci pour la question. Ce que je prône dans mes livres et dans certaines conférences, c'est d'abord, il faut qu'on soit capable de reconnaître nos valeurs, ok, et celles des autres. Et ensemble, on fait la promotion pour la valorisation des valeurs. Le problème qui existe dans certaines communautés, ça veut dire quand Joël sort sa tête hors de l'eau, il s'en fiche des autres membres de sa communauté. C'est pas toi, hein, un exemple. et on trouve ça malheureusement dans notre communauté. Par exemple, moi, j'ai eu ce que j'aime pas faire dans ma vie, là, faire le premier pas. Jamais. J'aime pas faire ça de toute façon. Mais en arrivant ici, je me dis que c'est pas normal que je sois
ainsi, et puis de ne pas pouvoir échanger avec X, Y, soit des élus ou des gens qui sortent leur tête. Et je dis, ok, j'aimerais bien échanger avec ces gens-là, peut-être qu'ils peuvent me mentorer. Mais ils s'en fichent pas mal. Moi, je fais beaucoup d'avance, ce que j'aime pas faire dans ma vie, très honnêtement. À ta question, il faut savoir comment, il faut prôner la valorisation. T'as une qualité, t'es bonne en tel, je sais pas, dans tel domaine. Il faut que la communauté sache que t'es là et s'il y a quoi que ce soit, on te propose quelque chose, etc. S'il y a un nouvel arrivant qui est au Québec et qui aimerait quand même avoir quelqu'un pour échanger en lien avec ton domaine, donc il faut que cette personne-là soit en mesure de trouver quelqu'un. Mais on n'a pas ça pour l'instant. Donc c'est vraiment la valorisation, ça c'est important. La deuxième chose, c'est l'entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif, ça veut dire que c'est pas les ressources financières qui manquent, c'est le désir de se mettre ensemble. C'est ça c'est presque absent. OK? Le désir de se mettre ensemble, la volonté de se mettre ensemble, de réaliser quelque chose ensemble, de réussir ensemble. Donc, mais au lieu d'avoir nous 2, 4, 6, 7 là, mais nous dit, on mettons pas sous pied ensemble. C'est pas que tout le monde débrouille bien au café business, ça ne marche pas. On compare souvent l'amour et l'entrepreneuriat, et puis je l'ai dit dans mon livre, parce que le choix des partenaires, c'est à peu près la même chose côté sentimental. Donc, hormis le sexe, côté entrepreneurial, c'est à peu près la même chose. Est-ce que la personne est crédible? Est-ce qu'on a la vision commune? Est-ce qu'on regarde dans la même direction, etc., etc.? Parce que sinon, on peut pas aller nulle part. Donc, ce que je propose, c'est vraiment l'entrepreneuriat collectif. On cogite ensemble, on voit ce qui manque, on voit ce qu'on peut proposer, et puis, toi, je connais tes valeurs, je connais la sienne, puis à ce moment-là, on pourrait faire quelque chose ensemble. Mais j'aimerais savoir quels ont été ces modèles. Voilà. Okay. Très belle question. La question, c'est ça. Ben oui, très, très belle question. Et, mon Dieu. Alors, là, c'est comme... Tu as parlé tout à l'heure des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui font à peu près la même chose. Effectivement, c'est vrai. Parce qu'il y a des qualités, il y a des caractéristiques entrepreneuriales, c'est inné. Qu'on soit analphabète, lettré, illettré, c'est inné. Le goût du risque, c'est quelque chose qui est inné, ça ne s'apprend pas à l'école. On aime prendre des risques, point barre. Ça ne s'apprend pas à l'école, il n'y a aucune école d'ailleurs qui forme les gens comment prendre des risques, comment conjuguer ton futur au présent, comment te gérer d'ailleurs. La gestion de soi, ça n'existe même pas. Donc, on t'apprend à gérer les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Maintenant, on parle de big data, ressources informationnelles, les données. Mais il y a plein de choses que l'école ne t'apprend pas. C'est pourquoi il est normal à ce que des illettrés analphabètes aient aussi certaines valeurs ou qualités entrepreneuriales, ou bien qu'ils aient le goût du risque. Ça, c'est très, très important. Et est-ce que j'avais un modèle oui et non. Certainement, je suis d'accord avec toi parce que mes parents, analphabètes qu'ils étaient, mais puis ils ont essayé quand même de vraiment se débrouiller, tantôt comme travailleur autonome, tantôt comme entrepreneur, dans le sens que... Mais l'affaire, c'est que c'est plus une forme d'activité de subsistance parce que ce qui reste leur a permis quand même soit de faire un petit profit justement pour parler d'autres projets, mais c'était pas comme une avenue qui a été tracée, qu'ils avaient tracée même pour rester dans cette voie-là. C'est ça qui fait la différence, mais c'est quand même bien. Donc je peux dire que surtout ma maman, pour moi, elle a été un modèle parce que elle est couturière. Elle n'a jamais été à l'école de couture, ok. Et moi, je me suis inspiré de ça, mais les qualités étaient en moi aussi. L'affaire, c'est que le temps que pour découvrir,
avec l'eau, pas de jambes qu'on découvre, ça fait toute une différence. Puisque tu n'as pas été dans l'environnement favorable à ça, mais à un certain moment, vraiment, ça va être comme un virus contagieux, donc tu n'as pas le choix, ou bien ça va être comme une maladie, et puis c'est comme tu as pris une piqûre, et puis ça va te permettre de t'exposer. Donc c'est ça, c'est le virus entrepreneurial qui m'a piqué et puis qui m'a permis d'oser faire quelque chose, d'oser créer, d'oser parler de l'entrepreneuriat aux gens, d'oser écrire, comme on dit. Donc c'est ça. Donc ça prend un peu d'audace, ça prend un peu de persévérance, de combativité. Donc ça, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Parce que les gens pensent que les entrepreneurs vivent tellement bien, pas de problème. Je vois plein de paresseux qui disent que moi, je suis fatigué avec ce boulot-là, je vais créer mon propre entreprise. Seigneur, tu vas créer ta propre entreprise, mais tu vas être plus fatigué. Parce que les entrepreneurs travaillent comme des fous. OK, c'est ça la différence. Maintenant, est-ce que la personne veut devenir investisseur ou entrepreneur? Il y a une grande différence aussi. J'aimerais juste lire un extrait de la 4e de couverture de Futur au présent. Donc, je pense que monsieur Jean-Baptiste Volsi a joué avec ses deux passions, donc l'entrepreneuriat, mais aussi les jeux de mots. Il aime bien ça. Donc, à travers ce livre, ce qu'il dit, il vous invite à rêver vos rêves, potentialiser vos potentiels, valoriser vos valeurs et vos capacités, dicter la dictée de votre vie, visionner vos visions, réfléchir sur vos réflexions, vous écouter parler, foncer pour pouvoir défoncer vos barrières, connecter vos connexions, avoir une vue pour votre vie, avoir une avenue pour votre avenir. Parce que vos deux mains sont dans vos deux mains. C'est là aussi. Deux mains dans votre... Ben oui, ici, je pense. Oui, tu as raison à la fin. Donc, que vous le vouliez ou pas, nous avons tous rendez-vous avec le futur. Cependant, nous devons le conjuguer dès aujourd'hui parce que nos deux mains sont dans nos deux mains. Il y a une grosse passion pour les jeux de mots. Hein? On m'appelle jongleur de mots, je sais pas, mais ça vient tellement facilement et rapidement. Bon, je sais pas si... C'est un côté littéraire. Ouais, c'est ça. Dans mes textes en prose aussi, on en a utilisé pas mal. Ouais. Donc, mais pour l'instant, les créations sont surtout centrées sur l'entrepreneuriat. Les publications, pardon, sont... Oui, c'est l'entrepreneuriat, développement personnel. Donc, en général. C'est pas pour l'instant que nous aurons un roman de monsieur Jean-Baptiste Volsi, mais bon, sait-on jamais. Poésie, c'est bientôt. Oui. Roman, bon, je le disais tout à l'heure, j'aime pas la fiction. Il faut oser pour écrire. J'aime pas la fiction, c'est pourquoi je n'écris pas les romans. Est-ce que je serais à l'aise dans les romans? Peut-être pas. Mais la poésie, oui. C'est quelque chose qui vous intéresse. Ouais. Oui, parce que j'ai plusieurs textes déjà, c'est déjà écrit. Donc, en français ou en créole? En français, et puis j'aimerais bien avoir un bon traducteur français-créole. C'est un bon formateur pour que vous puissiez vous-même le faire en créole. Non, mais justement, je parle bien le créole, mais je ne peux pas l'écrire autant. Il faut oser. Mais je respecte les qualifications. Non, mais de quel cas on est là pour ça. Justement, ouais, merci. D'abord, je vous dis merci pour l'opportunité que vous me donnez. Et je dis merci à M. Jean-Baptiste Volsi. Merci. C'est déjà pas facile d'entreprendre et beaucoup de courage. Et puis, on essaie aussi d'écouter ses conseils. Alors, j'ai peut-être 2 ou 3 questions. Okay. La première, c'est est-ce qu'il peut nous donner un peu la différence entre un investisseur et un entrepreneur? Okay. C'est vrai que c'est un peu perçu dans mon esprit, mais je voudrais, en tant qu'un spécialiste, un peu clarifier. Okay. La deuxième question, généralement, on se dit que les gens rentrent dans l'entrepreneuriat par frustration, par échec. Yeah. Et il est fatigué de chercher du travail. Et il est fatigué de faire des choses pour des gens. Et il est fatigué et puis bon, souvent de la frustration. Dans beaucoup d'exemples, voilà, de réussite qu'on connaît, à la base, il y a soit une frustration, soit voilà. Bon, est-ce que c'est le cas pour notre invité?
Et puis, est-ce qu'il pourrait nous en dire peut-être davantage? Et puis, la dernière préoccupation, c'est un peu comment il voit la notion de formation sur l'entrepreneuriat. Parce que dans son intervention, il a dit que c'est comme quelque chose d'inné. Mais de plus en plus, on voit des programmes, formation sur l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut former et transmettre quelque chose qui doit être une essence? Ok, très belle question. Et la première, effectivement, est-ce qu'il y a une différence entre entrepreneur et investisseur? Oui. L'entrepreneur peut partir de zéro pour créer quelque chose. Donc ça, on parle d'entrepreneuriat ex nihilo, le concept ex nihilo latin, à partir de rien. Alors, quand je dis à partir de rien, ça veut dire qu'il n'y avait pas une entreprise qui existait avant. Mais tout comme, c'est le même format entrepreneur, si jamais il y avait une entreprise qui existait, et puis une autre personne, entrepreneur, achète le fonds de commerce, donc les actifs tangibles et intangibles, tout ça. Donc ça aussi, c'est plusieurs formes de création d'entreprise d'ailleurs que j'ai parlé dans mon livre. Ça peut être aussi une forme de franchise qu'on achète, où on devient franchisé parce qu'il y a déjà un franchiseur. Ça peut être aussi une forme de location, ou bien on fait une forme de leasing. Leasing, c'est crédit bail. Il y a une entreprise qui te livre des meubles, des équipements, justement. Ça peut être sous forme de prêt, ça peut être sous forme d'achat, et tu rembourses en partie chaque mois. Et donc, il y a plusieurs formes, en tout cas. Donc, l'entrepreneur, vraiment, c'est quelqu'un qui conçoit son affaire et puis qui part en affaire, ok? Mais qui investit en même temps parce que c'est de l'argent qu'il met. Mais comme c'est lui qui gère le quotidien, etc., et même s'il n'est pas manager, mais il a quand même un œil tout le temps sur l'entreprise. Donc, c'est ça, un entrepreneur. Mais il part de l'idée comme ça. On peut être entrepreneur une fois qu'on a l'idée d'entreprise tout court, même si on n'a pas encore implanté une entreprise. Investisseur, c'est comme j'investis dans une entreprise, c'est pas moi, je participe du tout pas dans la gestion de l'entreprise, j'attends juste mes dividendes. Ça peut être des entreprises qui existent sur le marché boursier, ça peut être d'autres formes d'entreprises parce qu'il y en a plein de programmes, il y a plein de comment ça s'appelle, de structures qui existent déjà, où est-ce qu'on peut investir dedans. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'investisseur. Et même si l'entreprise existe ici, donc tu as une action là-dedans, par exemple, si tu as le chapeau Business Angels, comme ange d'investisseur, comme on dit, donc l'entreprise existe physiquement, tu le vois, c'est tout près de chez toi, mais tu participes du tout pas à la gestion, les ci, les ça te préoccupe, mais tu peux ne pas le savoir, sauf lors de l'Assemblée générale. Donc ça, c'est l'aspect d'investissement ici. Là, tu peux avoir le chapeau d'investisseur parce que tu n'es pas là au quotidien, ou bien tu n'es pas au courant de ce qui se passe en tout cas, donc tu attends ton retour sur l'investissement. Donc c'est ça la différence. Comme je dis, ça peut être sur le marché boursier, ça peut être aussi des entreprises qui existent, que tu connais les gens directement. La deuxième question, c'était... La plupart des succès naissent des frustrations. Ah ok, super, c'est ça. Effectivement, il y a deux catégories d'entrepreneurs, en fait des gens qui décident de se lancer en affaires. Il y en a une, c'est vraiment, la première catégorie, c'est vraiment des gens qui ont subi des frustrations et qui ont été déçus par leur employeur, etc., ou bien qui pensent que c'est trop fatigant, donc ils veulent plus continuer dans cette avenue-là, et puis qui pensent qu'ils veulent avoir leur liberté justement pour faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, etc. Mais après, ils peuvent être déçus parce que ça prend plus de sacrifices, ça prend plus de perte de sommeil, ça prend plus d'engagement, ça prend plus de risques et ça prend plus de stress. Le stress financier, c'est pas si simple. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des gens vraiment qui ont cette fibre en eux,
qui a cette fibre en eux et veut pas, ils doivent se lancer quand même. Ils doivent trouver quelque chose dans des circonstances difficiles, même un peu exécrables, mais il va quand même trouver quelque chose pour que, parce que la fibre est en elle, et puis elle doit quand même proposer quelque chose. Donc, je vais le répéter encore, c'est cette personne-là a le goût du risque. Donc, le risque, tout le monde a peur du risque, mais il y en a quelques-uns quand même qui a le goût du risque. C'est comme si c'est un feeling de prendre des risques. Et il y a des gens qui vont plus loin là. Moi, je parle souvent de risques calculés, mais il y a des gens qui s'en fichent. Risque calculé ou pas, ils veulent prendre des risques. OK? Et la troisième question, c'était vraiment s'il y a des gens qui sont nés entrepreneurs ou bien qui ont des qualités et des caractéristiques. C'est ça. Non, j'arrive. C'est ça. S'il y a des gens qui ont ces qualités-là en eux, donc pourquoi on parle de formation alors qu'il y a des gens qui veulent se former pour devenir entrepreneurs? On ne peut pas devenir entrepreneur à partir de la formation. La formation peut t'aider à connaître mieux les concepts, les théories, comment faire, etc. Mais un peureux de risque reste un peureux de risque. C'est comme un cheval mourant et puis tu mets de la nourriture devant sa bouche. Il ne va pas le manger. Il y a des gens, même s'ils ont toutes les ressources disponibles pour se lancer, ils vont pas se lancer. C'est pas leur affaire. Ils ont peur de risque. C'est tout. OK? C'est comme le leadership. Tu peux connaître, tu peux apprendre, OK? Via la formation, toutes les techniques, tout ce que tu dois faire comme leader, etc., etc. Mais le leader est né. Dans une salle de classe, tu vas voir qui a cette aptitude-là innée. Facilement, même une salle de classe des enfants de 5-6 ans, tu vas le voir. C'est comme ça existe dans la nature. Est-ce que ces formations sont utiles? Certainement. Parce que ces gens-là, ils sont plus des conseillers, mais pas des mentors. Ils sont plus des consultants, mais pas des gens expérimentés. Donc, ils vous donnent la théorie, quoi faire, mais lui, il n'a jamais expérimenté. C'est comme... comment je pourrais dire ça? Les gens qui sont mieux formés sont plus difficiles à prendre des risques. Vous savez pourquoi? Moi, le jour où j'ai su la distance de la Terre au-dessus des nuages, là, quand on est en avion, là, à 35 000 pieds, etc., le jour où j'ai su ça, j'étais devenu un peureux d'avion. Alors que je voyageais tout le temps. Je sais, je regarde souvent dans les hublots, je sais que je suis au-dessus des nuages, mais quand on me dit, parce que je sais que entre la Terre et les nuages, c'est autour de 13 km, et puis quand on me dit on est encore plus haut, je me dis wow. Donc c'est comme Salomon a dit, celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Donc quand tu connais plus, tout comme les gestionnaires, ok, les gens qui partent en affaires là, ce ne sont pas les comptables, ni les gestionnaires, ni les économistes. Vrai ou faux? Alors que ces gens-là, quand même, ils connaissent pas mal de théories, et justement, qui pouvaient les aider à se lancer. Mais non. Donc, est-ce que les formations sont bonnes? Oui. Comme je dis, il faut qu'il y ait des consultants, il faut qu'il y ait des conseillers. OK? Donc, les meilleurs conseillers des présidents n'ont jamais été présidents, mais... Donc, il faut gagner genre de bail. Mais au monde qui a plein de formations, quelqu'un peut avoir beaucoup de formations, mais ça va pas faire de lui quelqu'un qui va prendre des risques. Certainement, si cette personne-là évolue dans un environnement où il y a beaucoup de motivation, ok, où la culture entrepreneuriale est omniprésente, parce qu'il y a quand même, si tu vois tes parents, tes arrière-grands-pères, et tu es déjà dans la business, donc c'est sûr que ça pourrait t'inciter, ou de fait, tu es dedans, donc ça pourrait quand même ça pourrait agrémenter certaines choses, mais un peu de risque, le reste, malheureusement, je ne veux pas dire pour la vie, mais ça semble à ça. Moi, ma question, c'est à propos de l'entrepreneuriat communautaire.
ce qu'on constate souvent, c'est dans nos communautés, on est parfois dans la reproduction de modèles d'entreprise. Alors, moi, je me souviens de mes amis qui a cette fibre d'entrepreneur, le goût du risque. Et puis, il me disait, il venait arriver au Québec, il me disait, écoute, moi, je ne peux pas le faire même Jacques Mounio, vous ferez casse-côte. Il dit, mais qui pourrait me gagner à casse-côte? Il dit, moi, chaque casse-côte dans chaque coin là, oui. Tout haïtien, c'est dans casse-côte. Donc, lui, mon ami, il critiquait le fait que beaucoup de gens se lançaient, mais dans les modèles casse-côte. Donc, en fait, c'est plus des épiceries, des markets, et puis il y a un coin où on te sert des plats. Et il trouvait que tout le monde faisait la même chose. Et fait, quand il m'a dit ça, ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, mais effectivement, parce que pas loin de chez moi, il y avait un casse-côte. Puis, oui, il y en avait un. Bon, ça a un peu baissé, mais je vois qu'il y a, par exemple, d'autres communautés, comme les communautés asiatiques. Il y a beaucoup de gens qui se lancent aussi dans la restauration. Et puis, souvent, ils sont au même endroit. Et je me dis, est-ce que c'est une caractéristique des communautés minoritaires dans les pays comme ici, de se reproduire, parce qu'on dit si moi tel fait et puis il y a marché, moi m'a fait un bagaille. Est-ce que c'est ça le réflexe et finalement ça conduit où la reproduction? Malheureusement oui, c'est ça le réflexe, et puis dans leur pays d'origine c'est comme ça aussi. C'est une forme d'entrepreneuriat d'imitation. Ok. Ouais, une forme d'entrepreneuriat d'imitation. Les gens ne prennent pas le temps de réfléchir, de venir avec, de proposer de nouvelles choses, de nouvelles formes d'entrepreneuriat d'ailleurs, ou bien de nouveaux produits, de nouveaux services. Et puis, si ça marche déjà pour Monsieur Ben qui est déjà entrepreneur, et bien moi je vais copier sur Monsieur Ben et puis je vais faire la même chose. Et dans la plupart des cas, c'est la personne est devenue un concurrent déloyal, parce que pour que mon affaire marche, il faut que je mets pied sur le coup de celle de Monsieur Ben. C'est comme ça que ça fonctionne. Je t'imite, mais je dois t'écraser pour que mon affaire marche. Alors que il y a plein d'autres types de services ou de produits que je pourrais mettre de nouveau sur le marché. Et c'est ça. Ça peut être complémentaire, ça peut être de nouveaux trucs. Et c'est pourquoi souvent on dit que, ça existe dans la vie en tout cas, l'entrepreneuriat fait appel à l'innovation. Donc, si un entrepreneur actuel ne sait pas innover, son entreprise va mourir. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il n'y a pas de mensonge, donc ça fait référence à l'innovation. Et si on veut devenir entrepreneur, ou bien si on veut se lancer, il faut vraiment miser beaucoup sur l'innovation. Je peux m'inspirer de ce que M. Ben est en train de faire, mais je dois offrir un nouveau produit. Surtout des fois, ce que M. Ben est en train de faire, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de manquement. Ce qu'il vend correspond exactement à la demande. Alors que moi, je vais être un autre acteur, un autre joueur, un autre concurrent, et puis à ce moment-là, il n'y a même pas de demandeur. Donc, quand l'offre est égale à la demande, il y a déjà cet équilibre-là. Donc, pourquoi moi, je vais essayer d'augmenter l'offre et la demande va être diminuée. Donc, le produit, son prix va être diminué aussi parce qu'il y a beaucoup d'offres. Donc, on fait de l'entrepreneuriat d'imitation, malheureusement, mais ça, c'est pas une bonne chose du tout. Alors que 3 ou 4 ou 5 propriétaires de casse-croûte pourraient se mettre ensemble et puis de travailler, en fait, de créer un restaurant qui a de l'allure, quoi, comme on dit. Oui. Alors, pour un peu... tu avais une question, Ange? Non? Pour un peu, disons, ouvrir des perspectives. Parce que là, on s'en vient vers la fin de notre rencontre. Justement, pour éviter le piège du casse-croûte, quels sont par exemple, un jeune ou même quelqu'un d'un peu plus âgé, qui a de l'expérience, qui n'est pas un frustré dans son emploi, mais qui a envie, parce que c'est une aventure, l'entrepreneuriat, qui a envie de se lancer en aventure, dans cette aventure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire actuellement qui pourrait être une avenue, dans quel domaine quelqu'un pourrait se lancer, en prenant le risque, un risque calculé, parce que comme vous l'avez dit, on n'est pas là pour ouvrir jeter dans la rivière, on n'est pas pour nager, mais qu'est-ce que le marché aujourd'hui offre comme perspective? Très bonne question. Hein? Je ne suis pas un futurologue, mais n'importe qui
peut voir quand même, peut avoir une idée de ce qui s'en vient, de ce qui pourrait marcher à l'avenir. Donc, on parle maintenant de l'obsolescence de certains métiers, notamment de certains produits aussi. Par exemple, ce que valait une dactylographe ou bien un sténographe à un certain temps, donc ça veut rien dire aujourd'hui. Ok, bon, ça veut vraiment rien dire aujourd'hui. Tout comme il y a certains métiers qui seraient en voie de disparition. Bon, on va plus loin même. On parle même les MBA, on parle même par exemple des caissières. On parle que ce soit à la banque ou dans les épiceries là, c'est des trucs qui sont en voie de disparition. Et c'est pourquoi si on souhaiterait faire quelque chose maintenant. Moi, je développe beaucoup ça dans mon mémoire de maîtrise. Et le DNVB, donc Digitally Native Vertically Brand. Donc, ça, c'est des entreprises qu'on peut créer en ligne parce que, ça, c'est plus facile. 2, il y a beaucoup de dépenses qu'on va pas faire en termes de local, en termes d'espace, en termes d'employés, etc., etc. Et puis, les entreprises en ligne offrent beaucoup d'avantages. Bon, on dit entreprises en ligne, donc on fait appel aussi à la technologie. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de restaurants. Il y en aura toujours. Il y aura de l'immobilier. Il y aura plein de métiers. Mais l'immobilier a beaucoup d'avenir et il en aura encore. La technologie, c'est la même chose. Les entreprises en ligne, je parlais de DNVB. Malheureusement, c'est dommage de le dire comme auteur. Ce qu'on est en train de faire, là, écrire des livres, je n'ai pas dit que ça va être en voie de disparition, mais les gens vont trouver des prétextes de temps à autre pour dire que voilà pourquoi je lis pas, mais c'est pas vrai, parce que moi j'avais des amis qui m'avaient dit que est-ce que tes livres sont joignables de manière électronique? Je dis oui, parce qu'avant ils m'avaient dit que non, les gens ne lisent plus un livre physique. Je dis mais non, il y a le plaisir de lire un livre physique. Je veux pas être devant un écran tout le temps pour la même chose, ça ne marche pas. Mais c'est ça, il y a plein de métiers qui ont de l'avenir, mais il y en a d'autres, c'est avec le temps qu'on va les découvrir, et puis c'est comme ça on va essayer de marcher avec le temps, de créer des produits et des services qui marchent avec le temps. C'est sûr qu'on peut anticiper, oui, certainement on peut anticiper. Par exemple, il n'y a pas de TGV ici au Canada, de mémoire. Non, il n'y en a pas, par exemple. Alors qu'on parle maintenant de TGV, donc on n'a même pas encore un TGV. Il y a un projet sur lequel on cogite, ou bien on dit qu'on va le faire, mais c'est un peu c'est un milieu entre train et TGV, donc on ne sait pas quand on aura un TGV. Dans cette approche-là, je dis que moi, je rêve quand même de faire Montréal-New York ou Montréal-Toronto en 30 minutes dans un TGV. Je l'espère, 2030-2035, mais ça va pas être possible en si peu de temps. Alors, oui, c'est vraiment de regarder ce qui pourrait être utile à l'avenir, de ne pas faire comme certains dirigeants qui pensent au passé. Donc, ouais. il faut rêver notre futur et puis voir comment il se concrétisera. Exact. Alors, Monsieur Jean-Baptiste Volsi, au nom du KEPCA, je vous présente nos remerciements. Nabdou, merci en pile. Merci aussi. Pour TV l'après-midi, ça, Chita, fait un bel râle avec nous sur question entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tous, mais ce que vous dites et vous insistez là-dessus, chacun peut révéler ses talents. On n'est pas tous obligés d'être entrepreneurs, mais on peut tous vivre nos rêves. Exactement. Même si ce n'est pas des rêves d'entreprise. Très bien dit. Ben oui, très bien dit. Ça a bien résumé là. Alors, ça c'est bon là. Je vais vous présenter vos 3 ouvrages. Comment conjuguer votre futur au présent. On a aussi la Bible entrepreneuriale. Et puis, pour l'amour de l'entrepreneuriat. Ça, c'est en attendant donc les ouvrages de poésie. Donc là, on va, dans quelques mois, ou peut-être dans une année, on ne sait pas, on recevra peut-être le poète, M. Jean-Baptiste Volsi. Ce sera un plaisir de vous retrouver ici au KEPCA. Alors, nous remercions toute l'équipe du KEPCA qui a permis
cet après-midi enrichissante, notamment Madame Paulette Valco, qui a fait la conception du programme, qui n'est pas avec nous, mais qui verra les images, grâce à notre ami Alexandre, de Allo Téléculturel, qui a permis la captation. Donc, un gros merci à vous tous, et puis bonne fin d'après-midi. Merci.